Avez-vous déjà réellement prêté attention à la manière dont nous regardons les autres? Le visage humain est une toile où se peignent des dizaines d'émotions avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Nos yeux peuvent porter plus de sens que nos discours. Mais il existe une différence fondamentale, presque invisible, entre regarder quelqu'un dans l'espoir d'obtenir son approbation et regarder quelqu'un pour véritablement se connecter à lui. C'est de cette nuance subtile, mais profondément révélatrice, dont nous allons parler aujourd'hui, en explorant le chemin de guérison de ceux qui ont survécu à des relations toxiques. Lorsque j'observe des groupes de survivants d'abus narcissiques, particulièrement ceux qui sortent à peine de ces dynamiques destructrices, je remarque un phénomène récurrent. Il y a une tension dans leur regard. Quand ils parlent, leurs yeux ne cherchent pas simplement le contact. Ils scrutent, ils attendent, ils espèrent une validation. C'est un regard qui demande « Est-ce que ce que je dis est correct? Est-ce que tu m'approuves? Suis-je en sécurité ?» À l'inverse, un regard de connexion est un regard d'égal à égal. C'est une présence partagée, un échange équilibré où l'on est simplement là, avec l'autre, sans anxiété, sans anticipation d'un jugement. L'un est un regard d'enfant anxieux, l'autre est un regard d'adulte présent. Pour comprendre cette différence, il faut plonger dans la réalité des survivants. Je dirais que la plupart des personnes ayant vécu un abus narcissique sont bien meilleures que la moyenne pour lire un visage. Non pas par talent inné, mais par nécessité vitale. Pour survivre, il fallait être capable d'analyser en une fraction de seconde l'humeur de l'autre en le voyant entrer dans une pièce. Il fallait déceler le moindre changement, le passage subtil de la bonne humeur à la colère froide, pour savoir si la chose que l'on venait de dire ou de demander allait déclencher une explosion. C'était une compétence de sécurité, pas une compétence de connexion. Si vous pouviez lire leur visage, vous pouviez anticiper, apaiser, complimenter, retirer votre demande, ou simplement vous taire. Vous pouviez prendre les devants pour éviter le pire. Pour beaucoup de survivants issus de familles narcissiques, cet apprentissage a commencé dès le plus jeune âge. Toute cette bande passante mentale, toute cette énergie qui aurait dû être consacrée à l'insouciance, à être un enfant, a été détournée pour étudier chaque nuance sur le visage des parents. Mon parent est-il en colère? L'autre est-il triste? Est-ce que la situation est sur le point d'exploser? Cette hypervigilance constante laisse des traces profondes. Personnellement, ayant grandi dans un tel environnement, je ne compte plus les fois où je suis resté dans les pièces communes de la maison, simplement pour surveiller l'atmosphère, alors que tout ce que je voulais, c'était d'être seul dans ma chambre pour lire ou jouer. Je devais étudier la situation pour anticiper le danger. La peur sous-jacente était que si je n'étais pas là pour faire ça, quelque chose de terrible se produirait. Aujourd'hui encore, en tant qu'adulte, les moments les plus heureux et les plus sûrs pour moi sont ceux où je suis seul. C'est le seul moyen pour mon système nerveux de se calmer complètement, de baisser la garde et de me détendre. Même lorsque la menace a disparu depuis longtemps, ce réflexe de regarder les autres visages avec anxiété persiste. Je pense à une survivante que je connais bien. C'est une femme brillante, drôle, intelligente et chaleureuse. Mais elle a été terriblement abusée narcissiquement dans son enfance. Souvent, lorsqu'elle est en groupe et qu'elle doit demander quelque chose, pouvons-nous rester un peu plus longtemps? Ou cela vous dérange si j'arrive un peu en retard? Elle le dit, puis il y a une pause, plus longue que la normale. Ses yeux s'agrandissent légèrement et elle reste comme figée, le regard fixé sur le visage de la personne à qui elle s'adresse. C'est subtil, mais c'est une réponse de peur évidente, mêlée à une recherche d'approbation. Son regard supplie. S'il te plaît, dis-moi que c'est d'accord. Dis-moi que je suis une bonne personne de demander ça. La plupart des gens ne le remarquent pas et répondent normalement. Mais cela lui arrive constamment, avec tout le monde. C'est le regard de l'enfant qui attend la permission, qui s'assure que rien de mal ne va arriver. C'est une réponse d'hypervigilance. Le processus de guérison se manifeste souvent par la transformation de ce regard. Je le vois avec les personnes que j'accompagne. Au début, elles étudient mon visage avec anxiété. Puis, peu à peu, quelque chose change. Le regard devient moins celui d'un enfant inquiet se demandant si sa mère aime ce qu'il a fait, et plus celui d'un autre adulte, simplement présent, qui partage quelque chose avec moi. C'est une évolution magnifique. Et cette transformation du visage s'accompagne d'autres changements profonds. La personne comprend mieux les dynamiques narcissiques.
Elle commence à révéler sa vraie personnalité, à prendre des décisions qui sont bonnes pour elle, à construire un réseau de soutien et à trouver des oasis de sécurité dans sa vie. Soyons honnêtes, les autres font peur après avoir traversé une relation narcissique. Parce qu'on sait de quoi les gens sont capables. On sait que la manipulation peut être subtile, qu'on peut se retourner contre vous en un instant. Alors on reste vigilant. La peur de l'abandon, la peur du rejet, nourrie par des années de traitements silencieux, nous pousse à anticiper pour éviter la douleur. On apprend même à réprimer nos propres émotions, car elles ont été si souvent attaquées et critiquées. Et tout cela se lit sur notre visage. La guérison, c'est retrouver le droit d'être. C'est laisser les émotions naturelles apparaître sur notre visage. C'est pouvoir être pleinement présent avec quelqu'un sans anticiper le pire, mais simplement écouter, interagir, dans un échange réciproque. Lorsque cela se produit, pour un survivant, cela peut ressembler à un miracle. Bien sûr, tout le monde n'est pas sain. Parfois, une personne ou une interaction vous ramènera à cet ancien mode de vigilance anxieuse. N'ignorez pas ce signal. Écoutez votre corps. Mais chérissez les endroits et les personnes avec qui vous pouvez simplement être présent. Dans ces espaces de sécurité, vous pouvez prendre le risque d'être vous-même. Vous apprenez qu'un mot mal placé ne signifie pas que vous serez la cible de la rage ou que vous serez rejeté. Ces lieux permettent à votre vrai visage, votre visage social et réciproque, de briller. Cette exploration de la résilience humaine est au cœur de notre travail. Si ces réflexions vous touchent, pensez à vous abonner et à partager ce contenu. Votre soutien nous permet de continuer à créer des dialogues importants comme celui-ci. Chaque partage est un pas de plus vers la compréhension et la guérison collective. Nous vous souhaitons paix et clarté sur votre propre chemin. Soyez bienveillants envers cette partie de vous qui est encore anxieuse et vigilante. Cette partie qui fixe les autres en attendant le pire ou en espérant l'approbation. Elle est protectrice. Elle l'a toujours été. Explorez-la avec curiosité. Reconnaissez le service qu'elle vous a rendu, mais comprenez aussi qu'elle a fait son temps. C'est probablement une partie très ancienne de vous. Elle a bien fait son travail, elle vous a protégé. Ce petit protecteur anxieux est encore bien vivant en moi. Il se manifeste lorsque je me sens comme un imposteur, ou lorsque je suis en présence de personnes de mon passé. Mais je reconnais aussi qu'il a donné naissance à un autre protecteur, celui qui chérit la solitude, celui qui n'est pas un mondain. J'apprends à savourer les expériences, les lieux et les gens avec qui je peux être pleinement moi-même, où je peux tout dire, et où mon vrai visage et mes vraies émotions sont toujours les bienvenus. Ce sont ces endroits qui me guérissent. Et lorsque mon protecteur intérieur se manifeste, je m'arrête et je me souviens de la petite fille à la table de la cuisine, qui voulait être n'importe où sauf là, mais qui sentait que le monde s'effondrerait si elle partait. Au fil du temps, elle a dû apprendre autre chose. Mais elle trouve toujours son réconfort dans le calme. Et je vois maintenant ce calme non pas comme un isolement, mais comme un sanctuaire. Un lieu où mon système nerveux peut prendre un repos long et bien mérité, afin de devenir assez fort pour affronter